Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être rendus présents aujourd'hui pour aborder un sujet aussi délicat donc qu'essentiel, à savoir donc le suicide chez la personne âgée, trop souvent donc invisible ou minimisé. Le mal-être des aînés est pourtant bien réel et il constitue un enjeu de santé publique majeur. Je vais donner quelques petits chiffres, mais qui seront bien évidemment complétés par les intervenants. C'est plus pour introduire. Donc en France, les personnes âgées de plus de 75 ans, si je ne dis pas de bêtises bien sûr, représentent le taux de suicide le plus élevé de toutes les tranches d'âge. Il m'a semblé lire aussi des informations comme quoi sur certaines tranches d'âge, ça pouvait tendre à baisser, ou en tout cas se limiter. Et c'est vrai que chez les âgés, pardon, c'est plutôt malheureusement plutôt l'inverse. Ce chiffre, loin d'être anodin, donc reflète une souffrance souvent silencieuse, dont les problématiques, on peut les connaître, hein, liées avec l'isolement, à la perte successive, qu'elle soit physique, affective ou sociale, à une certaine invisibilisation de notre société. Voilà, tous ces éléments-là peuvent contribuer malheureusement au fait que les personnes âgées puissent recourir malheureusement au suicide. Il me semble qu'il y a à peu près 9 000 suicides par an et un tiers, vraiment pas rien, et la part concernée par les seniors. Donc c'est dans ce contexte que le Centre régional de la prévention du suicide, dont je remercie la présence chaleureuse donc de Madame Girard, de Monsieur Hauterive et de Madame Amerigo, si je ne dis pas de bêtises, qui nous font voilà, le plaisir d'être là et le plaisir donc d'animer tout ce temps pour présenter un petit peu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut trouver donc dans ce centre régional de prévention du suicide. Il y a aussi des temporalités qui vont arriver, donc ça je leur laisse le soin de compléter tout ça. Et donc, du coup, ce centre régional, il joue donc un rôle fondamental. Présent donc dans plusieurs régions, le centre est un acteur pivot qui agit à la fois donc, sur le repérage, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes en détresse. Il travaille bien évidemment en réseau avec les professionnels de santé, les professionnels sociaux, les aidants et d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on est tous concernés par cette thématique. L'écoute, la bienveillance et la continuité du lien sont au cœur de leur mission et je laisserai donc présenter tout ça. Aussi, si peut-être vous l'avez entendu, mais le mois de septembre sera donc le mois jaune, un peu à l'image de Octobre Rose ou d'autres mois comme ceci. C'est donc le septembre jaune qui est dédié à la prévention du suicide. Donc, ils pourront apporter un petit peu des informations aussi là-dessus. C'est une campagne donc nationale qui vise à briser les tabous et à libérer la parole de toute personne et notamment chez les personnes âgées. Autre petite information, mais que je vous mettrai donc dans le compte-rendu, il y a eu au mois de février, si je ne dis pas de bêtises, le sixième rapport de l'Observatoire national pardon, du suicide qui apporte énormément aussi d'éléments. Donc après réunion, on vous laissera voilà, pouvoir y jeter un œil si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, très rapidement donc pour présenter. Encore une fois, merci donc au CRPS avec Madame Amerigo, Monsieur Auterive et Madame Girard. C'est donc à vous et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis Karine Amérigo. On va juste se présenter rapidement et puis après on vous fait la présentation de ce que nous faisons au sein de la région. Donc je suis cadre de santé, filière infirmière et je travaille au sein de. Enfin, j'ai ouvert le CRPS avec l'équipe actuellement en poste. Frédérique Girard, je suis assistante sociale, donc à mi-temps sur le dispositif 3114 et vigilance. Fabrice Autrive, moi je suis chargé de mission territoriale pour les dispositifs 3114 et vigilance pour toute la région PACA, puisque c'est là où on les déploie. Donc, pour juste un petit mot, le CRPS, donc c'est le Centre régional prévention suicide, région PACA. On a ouvert nos portes en janvier 2023 et au sein du CRPS sont regroupées 3 plateformes et 3 dispositifs de prévention du suicide. Donc, il y en a un qui est le 3114, qui est un dispositif de prévention universelle, c'est-à-dire que les personnes peuvent nous contacter et on va vous expliquer comment et qui répond. Et 2 autres dispositifs qui sont vigilance et asthma, qui eux sont pour la prévention secondaire, c'est la prévention de la réitération suicidaire, à savoir qu'une personne qui fait une tentative de suicide, il y a un risque de réitération et de nouveau passage à l'acte
assez élevé, voire très élevé, dans les premiers mois qui suivent le premier geste. Donc, ces 3 plateformes ont été rassemblées au sein du Centre régional prévention suicide, donc sur Marseille, et on a pour mission de déployer ces 3 dispositifs au sein de toute la région et en même temps d'avoir aussi connaissance de ce qui existe comme ressources dans la région, et ça fait partie de nos missions. Donc, Fabrice va vous faire un petit point d'épidémio. Frédéric, Madame Girard va vous expliquer aussi qu'est-ce que le 3114 et on vous expliquera ensuite les missions de vigilance. Je pense qu'on va faire la présentation et ensuite on abordera toutes les questions. Ouais, j'avais dit que si vous voulez nous interrompre. Ah, vous pouvez nous interrompre. Pardon, Fabrice. Donc, sachez qu'on ne vous voit pas, donc on voit pas si vous levez la main. Il faudra nous interpeller par la voix. Du coup, on va prendre quelques minutes pour parler un peu d'épidémio, compléter les chiffres qui ont été donnés en introduction. Donc, pour commencer, dans le monde, la question du suicide. Alors, pourquoi on monte cette diapo? Ça permet de comparer le suicide à d'autres causes de mortalité évitables et prématurées, donc notamment les animaux dangereux comme le moustique, l'homme, qui est dangereux pour l'homme, c'est encore le cas actuellement malheureusement, et d'autres animaux qui sont là. Et on voit que le moustique, qui est l'animal le plus dangereux, puisqu'il tue environ 700 000 personnes par an, c'est environ la même chose que le suicide, parce qu'on estime dans le monde environ 700 000 décès par an et par suicide. C'est l'OMS qui fournit ce chiffre. Voilà, on dit environ parce qu'il y a des difficultés aussi à faire remonter les chiffres selon les cultures ou les pays où il y a certaines religions. Voilà, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir des données. Mais il y a des estimations, environ 700 000 décès. Donc l'OMS parle d'une épidémie invisible. Donc c'est pour ça aussi que l'OMS a mis en place une stratégie, préconise le déploiement d'une stratégie dans les pays qui sont touchés. Bon, comme la plupart des pays sont touchés, mais comme on va le voir, on n'est pas tous égaux devant cette question-là dans le monde. Si on revient un peu sur la France, donc on voit qu'il y a 3 fois plus de décès par suicide que dans les accidents de la route. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça représente environ 9 000 décès par an. Donc on a vu ce qui a été fait au niveau de la prévention routière qui a porté ses fruits, parce que les routes sont quand même beaucoup plus sûres maintenant qu'il y a 30-40 ans. On espère que le déploiement de dispositifs de prévention du suicide, qui sont des dispositifs qui sont déployés très récemment, ça aura les mêmes aspects positifs et que la mortalité par suicide diminuera. On estime environ 200 000 tentatives de suicide chaque année en France. Pareil, c'est des estimations, puisqu'il y a des tentatives de suicide qui ne sont pas médicalisées et qui aboutissent à environ, maintenant c'est plus de 90 000 hospitalisations, les chiffres ont été réactualisés. On parle aussi des personnes qui sont impactées par chaque suicide. Donc, il y a une étude qui a mis en avant qu'environ 135 personnes en moyenne sont impactées pour chaque suicide. C'est-à-dire que il y a les personnes endeuillées, donc c'est des personnes qui sont très proches, c'est environ une dizaine de personnes. Et les personnes impactées, c'est tout le réseau amical, professionnel, de voisinage de la personne. Donc, c'est une moyenne, effectivement, ça dépend aussi de la notoriété de la personne. Un point aussi important à savoir, c'est que les taux de suicide sont 3 fois supérieurs chez les hommes que chez les femmes. Et c'est des chiffres qui restent valables après 75 ans. Voilà, les hommes meurent beaucoup plus que les femmes par suicide. Par contre, les femmes, notamment les jeunes femmes, depuis quelques années, font beaucoup plus de tentatives de suicide. C'est un peu le paradoxe aussi de l'épidémiologie du suicide par rapport au genre. Et enfin, on le rappelle, mais chaque suicide coûte à la société environ 1,6 million d'euros. Donc, c'est une étude qui a mis en avant ça en prenant tous les coûts associés, comme les pertes de chance par rapport au coût d'une formation, par exemple, que les personnes qui meurent jeunes, la société investit de l'argent sur elles. Si elles meurent, cet argent-là n'aura pas servi. Il y a tous les arrêts maladie, toutes les conséquences somatiques et psychiques sur les personnes qui sont endeuillées. Donc voilà. Donc on voit que c'est un sujet qui traverse toute la société, aussi bien au niveau humain qu'au niveau économique. Donc il y a c'est pour ça que les pouvoirs publics sont emparés et que des dispositifs comme le 3114 de vigilance sont déployés depuis quelques années. Si on en parlait pas mal de la France, mais pourquoi on parle du suicide et pourquoi la France a mis en place une stratégie et a commencé à mettre des moyens assez récemment? Parce qu'on reste un des pays les plus impactés en Europe. Vous voyez sur le schéma, donc nous on est en rouge, la moyenne de l'Union européenne c'est en bleu, et on voit qu'on est quand même en vert, pardon. On est quand même dans une fourchette haute voilà, par rapport à des pays qui sont très touchés comme la Slovénie, la Lituanie.
Et on est quand même bien loin des pays qui sont moins touchés, comme la Grèce, Chypre, des pays du pourtour méditerranéen. Bon, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un phénomène complexe. Il n'y a pas une seule et unique raison par rapport à ces données. Bon, il y a beaucoup de choses qui se croisent. On voit que le niveau de vie n'est pas forcément toujours lié au taux de suicide. Il y a d'autres choses, les aspects culturels, les noyaux familiaux, la structure économique du pays, et comment s'organise la société. Il y a même des aspects génétiques qui ont été mis en avant aussi. Donc, on peut voir qu'il y a des pays qui peuvent être frontaliers, comme la Slovénie et l'Italie, et qui ont des taux de suicide diamétralement opposés, beaucoup plus exposés au niveau en Slovénie qu'en Italie. Alors, ces chiffres sont à prendre quand même avec des petites pincettes parce que les remontées ne sont pas déjà hyper fiables en France, même si se sont pas mal améliorées. Et on peut imaginer que ce soit un peu pareil dans d'autres pays. Pour autant, ils donnent quand même une tendance qui est sûrement vraie. Si on revient en France pour avancer un peu en termes d'épidémios, on voit que ne serait-ce qu'entre les départements d'un pays comme la France métropolitaine, qui semble assez homogène, et bien, il y a des différences assez impressionnantes en termes de mortalité par suicide. On voit que la partie nord-ouest est quand même beaucoup plus touchée que nous, par exemple, que les départements où il y a des grandes villes sont un peu moins, enfin la région parisienne notamment, Lyon, Toulouse, sont un peu plus protégés que les autres départements. Voilà, donc un des facteurs de risque, c'est l'isolement. Donc on voit que les départements ruraux sont peut-être un peu plus exposés, mais pas que. La précarité est un facteur de risque, mais il n'explique pas tout non plus, puisqu'il y a des départements qui sont très pauvres, comme le 93, où les taux de suicide sont bas. Voilà, c'est un phénomène complexe. La Bretagne, par exemple, il y a 120 ans, avait parmi les taux de suicide les plus faibles en France. C'est Émile Durkheim qui avait mis ça en avant. Et maintenant, c'est parmi les endroits où il y a le plus de suicides. Voilà, donc, on voit que c'est un phénomène qui évolue avec la société et les changements aussi d'organisation sociale et économique. Pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la question des personnes âgées, donc ça rejoint totalement ce qui a été dit en introduction, c'est que les personnes âgées, on en parle peu, sont les personnes les plus exposées à la mortalité par suicide. C'est un risque, enfin, quelque chose qui augmente de manière assez exponentielle avec l'âge. Vous voyez, le chiffre entouré, c'est le taux de mortalité pour 100 000 habitants des 75 ans ou plus. Et on voit en descendant que ce taux augmente de manière assez impressionnante avec l'âge, en allant jusqu'à 50 décès pour 100 000 habitants pour les plus de 95 ans. On voit aussi quand on se décale au niveau du genre que les hommes restent toujours plus exposés que les femmes, mais que les femmes aussi, la mortalité augmente. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport au rapport national d'observation du suicide là, qui est sorti récemment, c'est qu'il y a deux populations pour lesquelles on a du mal à avoir un impact en termes de diminution de la mortalité, c'est les personnes âgées, et en termes de passage à l'acte, c'est les jeunes femmes voilà, qui, depuis quelques années, il y a une augmentation assez exponentielle aussi du nombre de passages à l'acte qui est exclusivement féminin chez les jeunes. Et voilà, donc c'est quelque chose qui nous interroge et sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, bien sûr que les personnes âgées sont concernées par le suicide, on ne pourra pas dire le contraire, les chiffres le montrent, même si ça reste un sujet tabou, quelque chose dont on parle peu. Voilà, on parle beaucoup du suicide chez les jeunes, ça fait souvent la une des médias, mais peu chez les personnes âgées. Pour autant, on est sur les populations les plus à risque. Et enfin, pour une petite touche quand même positive, pour voir que malgré tout, c'est un phénomène qui est en diminution depuis les années 80, où les taux étaient bien plus élevés. Voilà, on voit au milieu des années 80, on était à environ 25 décès pour 100 000 habitants, c'est énorme. Donc là, on est redescendu à des taux plus bas. Pour autant, on voit que les chiffres ont tendance à stagner, voire à réaugmenter. Voilà, il y a quelques biais statistiques aussi par rapport à la manière de compter les suicides qui ont été, à partir de 2018, il y a eu quelques changements, donc ça peut avoir un impact aussi. Pour autant, on reste quand même vigilant sur le fait que c'est un phénomène qui évolue, et pour l'instant, pas forcément toujours favorablement, puisque la courbe semble avoir arrêté de diminuer. Alors face à ça, est-ce que déjà, peut-être si vous avez des questions sur l'épidémio, peut-être qu'on va faire par morceaux. Je vous rappelle qu'on ne vous voit pas, donc n'hésitez pas à vous manifester. C'est pour ça, pour l'instant, je fais C'est bon? la chose. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Alors, ça n'empêche pas qu'elles peuvent arriver, mais je vous couperai si besoin. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'OMS a fait des préconisations au niveau mondial pour essayer de mettre en place des stratégies de prévention du suicide. La France, depuis
depuis 2018, a mis en place une stratégie en lien avec ces recommandations et a notamment créé la ligne de prévention le 3114 qui s'est déployée en 2021 et un peu avant ça aussi des dispositifs comme Vigilance qui sont là depuis 2015 dans le nord de la France et qui se déploient depuis environ 10 ans. Maintenant, c'est déployé dans toute la France. Et nous, en PACA, c'était en 2020 pour Vigilance. Oui, 21 Vigilance. Donc, ces dispositifs sont pilotés par le ministère de la Santé, coordonnés par des pôles nationaux qui sont à Lille, parce que Lille est le CHU un peu à la pointe de la prévention du suicide. Donc, c'est les deux équipes qui dirigent ces dispositifs sont à Lille. Et pour la région PACA, c'est porté par la PHM, avec une spécificité, mais qui intéresse peu aujourd'hui, puisque c'est asthma, puisqu'on parle des adolescents. Donc là, on est revenu avec 3 dispositifs, dont 2 qui sont portés par la PHM, donc le 3114 et Vigilance, et un qui est associatif, financé par l'ARS, qui est asthma. Voilà, donc tous les dispositifs, 3114 et Vigilance, on le déploie dans la région PACA. Quelle est cette stratégie? En quelques mots, pour que vous compreniez que comme c'est un phénomène complexe, les pouvoirs publics ont essayé de le prendre sur différents angles. Donc, il y a un premier angle important, c'est au niveau du GEPS, c'est un groupement d'études de prévention du suicide qui existe déjà depuis très longtemps et qui met en place des formations au niveau national, en partant du principe que si la population est formée, on arrivera à changer un peu les mentalités, à faire diminuer aussi les taux de suicide. Donc le GEPS déploie des formations. La plus connue, c'est la formation Sentinelle, qui est ouverte à la population générale, qui était gratuite jusqu'à il y a peu, et maintenant qui est payante. Il faut voir avec les employeurs. Et c'est le CODEPS dans le département qui déploie ces formations, et qui sont des formations pour devenir Sentinelle, donc sensibiliser à la repérage des personnes en mal-être, et essayer de leur venir en aide et de trouver des moyens qu'elles puissent s'exprimer. Donc, il y a tout un volet formation. Il y a le volet Union nationale de prévention du suicide qui s'occupe notamment la journée nationale de prévention du suicide qui est le 5 février et la journée mondiale de prévention du suicide le 10 septembre. D'où maintenant le septembre jaune, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de déployer. Le jaune étant la couleur du 31-14. Voilà, c'est quelque chose qui se déploie plus au courant du mois de septembre pour essayer de faire de la prévention au niveau de la population générale. Le programme Papageno qui fait entièrement partie des préconisations de l'OMS, parce qu'il y a des spécificités quand on parle de suicide. Nous, on me dit toujours qu'il faut en parler, notamment aux personnes qui ont l'air de ne pas aller bien, mais il faut en parler avec certaines précautions, notamment au niveau des médias. Il faut faire attention à la médiatisation anarchique et j'allais dire dangereuse qui peuvent être faits par certains médias de personnes, notamment de personnes décédées par suicide qui sont connues. C'est là où généralement c'est le plus problématique, puisqu'il y a des effets de contagion qui ont été mis en avant par la littérature. Et il faut parler du suicide, mais éviter de mettre en avant les moyens qui ont été utilisés, de romancer les histoires de suicide, et surtout de mettre en avant les moyens de se faire aider. A contrario, le fait de mettre en avant les moyens de se faire aider, ça crée un effet positif qui réduit aussi le nombre de passages à l'acte. Ça s'appelle l'effet Papageno, d'où le nom du programme. Et ce programme vise à former donc du coup les journalistes pour qu'ils puissent parler du suicide, parce qu'on ne va pas les en empêcher, mais qu'ils prennent certaines précautions, qu'ils fassent attention à ce qui est fait. Donc le programme, voilà, c'est du média training pour essayer que les journalistes soient un peu plus formés à ces questions-là. Ils travaillent aussi sur la sécurisation des hotspots, qui est une autre spécificité des suicides, parce qu'il y a des lieux qui sont très suicidogènes et qui sont identifiés comme tels. Donc on appelle ça des hotspots, et le fait d'aller sécuriser ces lieux, comme des ponts, des falaises, des passages à niveau, enfin ce genre de lieux, eh bien, ça fait diminuer la mortalité. Voilà. Donc si vous avez plus de questions et que ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site internet qui est très bien fait. Voilà. Donc Espoir Suicide, c'est le volet post-vention de la prévention du suicide, puisque l'idée c'est de venir en aide aux personnes endeuillées par suicide qui ont perdu des proches. C'est un deuil qui est particulier. Pareil, ça a été mis en avant que les personnes ayant perdu des proches par suicide sont plus à risque elles-mêmes de passer à l'acte et que du coup, elles sont souvent en demande et ont souvent des questions. Et elles se tournent souvent vers Internet pour avoir des réponses. Et du coup, la plateforme Espoir a été créée par le CHU de Lyon, l'équipe du Centre régional de prévention du suicide de Lyon, qui a fait ce site-là où les personnes peuvent avoir des réponses, consulter des vignettes cliniques, des témoignages. Voilà. Ça à toute heure de la journée et de la nuit, donc c'est assez intéressant. Ils sont en train de développer la même chose pour les enfants, pour pouvoir parler aux enfants de la perte d'un proche, un parent, un oncle, une tante, par suicide.
voilà, des sujets assez délicats, mais sur lesquels il faut se positionner, notamment pour qu'il y ait des réponses correctes qui soient données aux personnes. Helios, c'est un programme de prévention du suicide pour les jeunes sur Internet, donc c'est un dispositif de recherche. Dites Je suis là, c'est une ONG qui travaille aussi sur le suicide. Et vous voyez qu'il y a 2 dispositifs sur lesquels nous on travaille, donc qui sont des dispositifs ciblés, vigilance et asthma, qui sont des dispositifs de lutte contre la réitération suicidaire. Parce comme me l'a dit ma collègue, les personnes qui ont déjà fait un premier passage à l'acte ont un risque majoré de manière assez importante de réitérer le geste, notamment les premiers mois après le passage à l'acte. Et c'est là où on peut intervenir avec des dispositifs dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on peut identifier cette population-là, chose qu'on peut difficilement faire dans la population générale, d'identifier les personnes qui ont des pensées suicidaires, puisque ça ne se voit pas sur leur visage. Et enfin, le dispositif qui est un peu la clé de voûte de toute cette stratégie et qui a été créé donc, il y a quelques années, il y a 3 ans, c'est le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. C'est un dispositif que la France fait partie des rares pays dans le monde qui déploie ce genre de dispositif professionnel. Et voilà, donc c'est nous qui le portons pour la région PACA, mais on vous en dira plus tout à l'heure. J'espère que je suis clair, n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Donc on va vous présenter en quelques diapos le 3114. Donc, je prends le relais de Fabrice. Donc, le 3114 a été créé après 2020, après octobre. Oui, mais enfin, ça s'est mis en place. Ça devait se mettre en place en 2020 et puis ça a été retardé un peu par la pandémie du Covid, je crois. Alors, sinon, alors vas-y. C'est juste plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, l'inquiétude sur la santé mentale des Français, en fait, a fait accélérer la mise en place du 3114. C'est-à-dire que le Covid, en fait, a fait accélérer ce qui était prévu. C'était déjà dans la stratégie nationale. Mais c'est vrai que le Covid a fait accélérer la mise en place de ce numéro et il a été déployé en octobre 2021. Voilà. Et sur donc, la région PACA, ça s'est mis en place, ça s'est ouvert sur Marseille en janvier 2023. Donc, c'est régional, donc on intervient sur les 5 départements de la région. Donc, on est basé, nous, sur Marseille et effectivement, on est chapeauté, enfin, on dépend de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc, c'est un dispositif national qui est ouvert à tout le monde, que ce soit les personnes qui sont en souffrance, comme un entourage qui peut être inquiet par rapport à un discours que peut tenir un de ses proches ou un ami, ou alors à même des discours ou des gestes qu'elle peut avoir. Ça peut être des personnes, comme on le disait Fabrice, endeuillées par suicide qui ont besoin d'avoir un soutien, d'avoir réponse à certaines questions ou trouver des lieux pour pouvoir être aidés, et aussi à des professionnels, que ce soit des professionnels de santé, comme d'autres professionnels. Ça peut être un employeur qui s'inquiète pour un de ses salariés, ça peut être, on a beaucoup d'appels infirmières de l'éducation nationale, donc on a beaucoup de rapports avec eux. Donc en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Juste je compléter au niveau des professionnels, c'est justement là, vous qui êtes au contact d'une population fragile, voire très fragile, que sont effectivement nos seniors. Il ne faut pas hésiter au niveau des personnels ou vous-même qui travaillent dans ces structures de contacter le 3114 quand il se trouve face à une situation qui l'inquiète et voilà, juste pour permettre aussi quelquefois, parce que les personnes qui sont elles-mêmes en souffrance vont pas forcément faire appel, ne connaissent déjà peut-être pas le numéro, ne vont peut-être pas penser qu'elles peuvent bénéficier d'un entretien infirmier ou clinique avec un professionnel en ligne. Et donc, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a la possibilité de faire le tiers, en fait, de dire à la personne, écoutez, on va si vous voulez, on compose le numéro ensemble, ou alors vous pouvez appeler ce numéro. Donc voilà, donc vous avez une place qui est assez pivot, surtout auprès de cette population où avec M. Autrive, on a du mal à arriver à elle et à les atteindre. Donc voilà, donc c'est vrai que tout professionnel qui sont au contact de cette population fragile peut servir justement de lien entre eux et le 3114 et les professionnels du 3114. Donc, c'est un numéro qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est entièrement gratuit,
confidentiel. Alors, confidentiel, ça ne veut pas dire anonyme. C'est que la personne, si elle le souhaite, pourra nous donner des informations sur voilà, son identité, l'endroit où elle vit. On pourra avoir accès à son numéro de téléphone si elle n'a pas appelé en numéro privé ou caché. Les professionnels qui répondent au téléphone, alors de manière générale, ce sont des professionnels de santé, ça peut être des infirmiers ou des psychologues. Donc sur le centre de Marseille, on n'a que des infirmiers qui répondent au téléphone et il n'y a pas de limite d'âge. Donc en fait, le but, c'est dans un premier temps d'écouter afin de pouvoir éventuellement évaluer la situation, intervenir s'il y a besoin, orienter vers les bons dispositifs, arriver à conseiller, informer. Donc vraiment, c'est quelque chose de très… comment dire, je ne trouve pas le mot. C'est un entretien en fait clinique qui va être fait un peu comme quand vous alliez consulter au service d'urgence en psychiatrie en particulier, où vous allez avoir un entretien et vous allez donc les infirmiers vont faire toute une évaluation avec les médecins sur la situation pour après orienter les personnes vers les bonnes ressources et les moyens qui existent autour d'eux. Voilà. Donc, sur Marseille, il y a 7 répondants. Enfin, ça fait 7 équivalents temps plein, donc essentiellement des infirmiers, nous, en ce qui nous concerne. Il y a un équivalent temps plein de médecins qui va être là, justement, comme le disait Karine, pour venir en soutien aux équipes quand elles ont besoin, pour éventuellement avoir un avis ou se conforter leur avis, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un juste au téléphone et pas d'avoir en face en visu, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc un mi-temps assistante sociale, un mi-temps cadre de santé, qui n'a pas un petit peu, mais pour gérer les équipes, un chargé de réseau, donc Fabrice, donc, qui est là à temps plein, mais en fait il y a 70% pour 3114 et 30% en vigilance. C'est ça, oui. Voilà. Et un équivalent temps plein de secrétaire. Juste ton rôle en tant qu'assistante sociale, oui, peut-être. Oui. Donc, moi, je suis là pour venir en soutien aux équipes en fonction des situations que les répondants ont au téléphone et pouvoir voilà, les soutenir, leur apporter les informations qu'elles vont pouvoir transmettre à la personne qu'elles ont au bout du fil. Je peux me mettre en double écoute, ce que je fais de manière un peu systématique quand c'est possible pour voilà, moi, avoir une autre oreille, une autre écoute que ce que peut avoir l'infirmier au téléphone et peut-être pouvoir poser des questions pour avoir la situation de manière un peu plus globale et savoir ce qu'on peut, comment on peut les aider au mieux. Après, si c'est un moment où je ne suis pas présente, puisque je suis là qu'à mi-temps, je suis sur un autre poste par ailleurs, mais que y a besoin que je rappelle, ou même si je suis là, mais que ce n'est pas le bon moment pour que moi je prenne la communication, si la personne est d'accord, on programme un rappel en décalé, et je peux à ce moment-là, moi, rappeler la personne, refaire un point d'un point de vue plus social avec elle, appeler alors soit déjà les travailleurs sociaux qui interviennent dans la famille pour les informer si la personne est d'accord qu'elle nous a appelé, qu'elle est actuellement en difficulté, est-ce qu'on ne peut pas avancer un rendez-vous qui pourrait avoir lieu avec un travailleur social, ou alors faire la première démarche, c'est-à-dire d'appeler pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale ou un autre professionnel pour un petit peu essayer de faire avancer la situation. Voilà un petit peu mon rôle à ce niveau-là. Oui, juste pour que vous compreniez le fonctionnement du dispositif, on vous a dit que c'était une plateforme régionale, mais en fait, c'est un dispositif qui est éclaté, c'est-à-dire qu'on a oublié d'avoir fait une seule plateforme au niveau national qui aurait pu être à Paris, comme souvent. Il y a 19 plateformes dans chaque région. Les plateformes sont interconnectées entre elles, c'est comme si c'était une seule plateforme qui était dispatchée. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des liens avec les partenaires de la région pour déployer le dispositif, un peu comme ce qu'on fait actuellement. Avec vous, et surtout aussi c'est de connaître un peu mieux les ressources, parce que au niveau de la région c'est déjà vaste pour orienter les personnes, mais alors, au niveau de la France ça serait assez compliqué. Donc pour autant, quand vous appelez, la plupart du temps, selon les disponibilités, vous allez tomber sur l'équipe de Marseille, puisque vous êtes en PACA, l'appel est géolocalisé. Si au bout d'une minute on ne vous répond pas, l'appel va basculer chez les centres voisins de la même zone, donc Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, la Corse. L'idée, c'est qu'on favorise en premier lieu l'aspect géographique et dans un deuxième temps, la réponse rapide, puisqu'il y a des personnes qui nous appellent et qui sont dans des difficultés, des crises qui ne peuvent pas trop attendre. Donc, l'idée, c'est quand même de favoriser une réponse assez rapide. Donc, vous voyez qu'il y a 19 centres, il y en a 3 qui font la nuit. Donc, la plupart des centres sont
de jour, comme le nôtre, de 9h à 21h. Et la nuit, il y a Brest, Lille et Montpellier qui répondent pour toute la France, avec des équipes qui sont un peu mieux dotées. Mais je ne vous cache pas que le soir, il y a quand même un peu plus d'appels et il y a un peu moins de répondants au bout du fil. Donc, il y a des délais d'attente qui peuvent être un peu longs depuis quelques temps. Ce qui n'est pas le cas en journée où il y a quand même toutes les équipes de déployés. Donc, si vous êtes amené à solliciter la ligne en fin d'après-midi, c'est des fois il est possible que vous y attendiez. Ouais. Juste pour revenir sur les missions des répondants dont Frédéric a commencé à parler, donc en fait, il faut imaginer que la personne qui nous appelle va avoir un entretien infirmier au téléphone, où il y a un lien qui va se faire entre le soignant et le patient ou l'appelant, identifier le problème, évaluer l'urgence de la situation et ensuite porter assistance si nécessaire jusqu'à envoyer des moyens. C'est-à-dire que si les appels, vous avez bien compris, le 3114, les appels arrivent sur la ligne, mais ensuite les infirmiers ont la possibilité de contacter des ressources autour d'eux pour aider la personne qu'ils ont en ligne. Donc, si on a une personne qui est en détresse et qui est en crise suicidaire majeure, une personne qui peut être en haut d'un pont, qui vient de consommer des produits, à ce moment-là, on va appeler le SAMU pour faire une intervention au domicile. Donc ça, c'est des cas les plus graves. Et il faut savoir qu'il y a 10% de nos appels, on contacte le SAMU. Mais des infirmiers vont aussi pouvoir faire lien entre la personne et le service des urgences ou les CMP ou le psychiatre traitant ou le médecin traitant. Enfin, l'objectif étant d'essayer de trouver des ressources à proximité des gens qui nous appellent pour les aider là où ils se trouvent. Donc voilà, donc les appels sont autant les appels entrants pour le premier contact, mais les infirmiers ont la possibilité, quelque part comme à l'hôpital, puisqu'on en dépend, hein, une obligation de moyens. Donc on va mettre tous les moyens possibles pour aider les personnes qui nous appellent, quoi. Je vous propose qu'on fasse juste une petite pause sur le diaporama avant de vous expliquer le vigilance et répondre peut-être aux premières questions au moins sur le dispositif 3114. Alors, S'il y a des questions, bien entendu. Oui, n'hésitez pas sur la partie donc conversation. Moi, j'en avais quelques-unes. Voilà, et puis vous venez d'en répondre en partie, on va dire, à la toute fin, en disant voilà, vous preniez contact avec les professionnels autour. Nous, en tout cas, certains services peuvent proposer voilà une forme d'accompagnement, donc avec une réorientation et s'assurer que le lien soit fait. Est-ce que au-delà donc de réorienter, de prendre contact voilà, avec les professionnels de soins ou autres autour, est-ce que vous avez quelque chose qui peut s'apparenter à un accompagnement, à un suivi, donc du coup qui vous permettrait vous d'avoir des contacts par la suite pour savoir si effectivement la personne est toujours en difficulté ou si le professionnel est toujours en difficulté, ou de par le fait qu'il y ait beaucoup d'appels, peut-être des équipes réduites, vous ne pouvez pas forcément incarner ça. Alors, le 3114 n'est pas un numéro qui va permettre de faire du suivi. C'est pas, voilà, il n'y a pas de suivi au sein de l'équipe, hein. Ce qu'il est possible de temps en temps, c'est il y a une situation critique le vendredi, le médecin traitant revient le lundi ou le psychiatre traitant, on peut le recontacter que le lundi. Donc, quelquefois, ils vont programmer, parce qu'il y a cette possibilité-là, de programmer des rappels auprès des personnes pour évaluer la crise à distance. Quelquefois, ils le programment même dans la même journée. C'est-à-dire, une personne va vous appeler le matin, est en crise, avec des idées suicidaires marquées, pas forcément... Pas de scénario, après on évalue, hein, je veux dire, avec nos outils et notre connaissance. Mais voilà, on désamorce quelque chose le matin et quelquefois, elles vont programmer des rappels en fin de journée pour voir à distance comment la personne va et comment s'est passée sa journée. Donc, il va y avoir une nouvelle évaluation qui va être faite et de voir peut-être les ressources qu'elle a pu mettre en œuvre ou ce qui a pu être fait. Mais ça va être sur des temps très courts, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire un suivi avec un rappel toutes les semaines pour prendre des nouvelles. On leur dit toujours, hein, quand ils nous appellent, enfin quand l'équipe reçoit les appels, elles vont proposer des ressources, elles peuvent faire lien entre la personne qui appelle et les ressources. Et après, à la sortie de l'appel, on leur dit si vous avez besoin, vous pouvez toujours nous rappeler.
Voilà, il n'y a pas de limite à appeler le 3114. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas ce suivi voilà, toutes les semaines ou tous les mois de rappeler les personnes. C'est que sur vraiment une courte période. D'accord. Parce que du coup, ça me faisait penser à… Ah, alors, attendez, je vais activer. Madame Audia, je suis désolé, je vous ai coupé votre micro, même si vous avez la main levée, parce qu'on a eu comme un décollement d'hélicoptère. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. Du coup, si vous pouvez le réactiver en espérant que ça fonctionne mieux. Désolée. Ça marche ou pas? Plus ou moins. On peut peut-être vous comprendre. Allez-y. Pour appeler ce numéro, est-ce qu'il faut que ce soit que la personne qui n'est pas bien dise OK, ou on peut l'appeler même si la personne n'a pas donné son… et qu'elle n'est pas… Par exemple, moi je vois quelqu'un qui est en détresse en fait et je veux vous appeler parce que cette personne est en détresse. Est-ce que c'est la personne qui va vous appeler ou est-ce que je peux vous appeler? Merci. Donc, vous pouvez appeler vous-même le 3114, même si la personne n'est pas au courant. Hein. Je veux dire, vous avez la possibilité d'appeler le 3114, expliquer la situation dans laquelle vous êtes et expliquer ce que la personne vous explique, et vous donne comme données, comme inquiétude. Vous pouvez appeler le 3114, d'accord? Après, c'est vrai que les infirmiers vont avoir souvent vont vous dire, mais écoutez, moi, je voudrais parler directement avec la personne pour faire l'évaluation, parce que c'est vrai que vous n'avez pas, vous, un rôle d'évaluateur. Enfin, je veux dire, et puis on ne va pas vous demander de faire ça. Hein, ça, c'est le travail des professionnels. C'est pour ça que la ligne est professionnelle. Mais donc, on va essayer. L'objectif, ça va être que vous fassiez le lien avec effectivement le 3114. Mais vous pouvez appeler même sans que la personne soit au courant. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a une question qui est arrivée de Madame Douette. Est-ce que le numéro 3114 est considéré comme un numéro d'urgence dans le sens où il peut être composé même sans forfait de téléphone? Non. C'est pas un numéro d'urgence. Le numéro d'urgence, c'est le numéro à 2 chiffres. Nous, on n'est pas un numéro d'urgence. C'est pour ça que quand il y a urgence, on fait appel au SAMU, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Donc, ce n'est pas un numéro d'urgence. D'ailleurs, si vous avez une personne qui a déjà pris des médicaments et qui est déjà passée à l'acte, notamment, qui est très proche de le faire et qui est en danger, n'appelez pas le 3114, appelez le 15. Parce que nous, c'est ce qu'on va faire en deuxième temps. Si vous avez le cas d'une personne qui vous dit que je viens de prendre une plaquette de médicaments parce que je veux que ça s'arrête, le 15, toujours. L'urgence vitale, ça sera toujours le 15. On va gérer de l'urgence, mais ce n'est pas parce qu'on gère de l'urgence qu'on est une ligne d'urgence. Mais on gère de l'urgence parce que les gens nous appellent dans ces moments critiques. Bien sûr, c'était plus sous le fait, je pense, que est-ce que ce numéro, donc si vous savez, il y en a qui sont qui sont possibles sans forfait ni rien, donc pas tributaires du réseau, est-ce que du coup, voilà, c'est tributaire par rapport à ça, mais manifestement. Non, c'est que les numéros d'urgence, le 18, le 112, le 15, je pense. Okay. Non, on n'est pas dans ces numéros. Mais par contre, il est gratuit et on peut le distribuer et il faut le transmettre. Hein. Ça, c'est très important. Pour rejoindre un petit peu la question de Madame Aoudia, moi, ça me fait penser effectivement, là, on est donc sur une action collective à destination des professionnels. Donc, qui dit professionnel dit quand même dispositif autour de la personne. Est-ce que dans votre diagnostic, donc des personnes âgées qui malheureusement passent à l'acte ou en tout cas qui tentent de se suicider, est-ce qu'il y a des chiffres sur le fait que ces personnes soient entourées, aient eu des aides à disposition ou pas du tout? Je pose cette question parce que si vous me dites, bah oui, je ne sais pas, il y a 8 personnes sur 10 qui avaient des services d'aide à domicile, un SIAD, effectivement, ça peut nous mettre des gros points d'alerte sur du repérage. Si effectivement vous me dites, bah non, il y en avait 8 sur 10 qui effectivement n'étaient pas entourés, là voilà. Est-ce que du coup, il y a une image un petit peu sur ça ou pas? C'est difficile. Pas ce genre de données. Nous n'avons pas ce genre de données. Peut-être faudrait qu'on demande à notre psychiatre, si ça vous intéresse, je pourrais lui demander tout à l'heure. Parce qu'en plus, il travaille en ce moment sur l'épidémiologie et le repérage pour les personnes âgées. Donc, il a peut-être des données entre les personnes qui sont accompagnées, celles qui ne le sont pas, mais moi, je ne les ai pas là. Ok. Non, mais après, ça peut se rajouter après coup, il n'y a pas de souci. C'est intéressant parce que ça peut permettre, nous, de notre côté, ce qu'on fait à chaque appel, en fait, on essaie d'établir un profil de l'appelant, que ce soit une tiers, que ce soit un professionnel, que ce soit une personne. Et c'est vrai qu'on a une liste de questions. Et c'est vrai que cette question-là,
Pour la personne âgée, on ne la pose pas et que ça peut être effectivement intéressant de voir si ça a un lien ou pas avec. Enfin, est-ce qu'il y a. Qui nous appelle? Alors, on sait de façon globale que l'isolement, c'est le premier facteur de risque de passage à l'acte avec la maladie mentale, la maladie psychiatrique. Donc, voilà, on sait que ça, c'est les 2 plus gros facteurs de risque. Et on sait combien les personnes âgées sont souvent isolées. Donc, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas ce profil-là type. Mais on pourrait peut-être rajouter cette question-là. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, on ne peut pas répondre à la question. Pas de souci. Oui, et un lien, alors je ne sais pas si on pourra observer, enfin c'est à vous de voir s'il y a un lien direct, mais c'est surtout sur le fait que de se dire effectivement peut-être que sur malheureusement le trop grand nombre de personnes qui passent à l'acte, il y avait X personnes qui avaient des aides autour. Et donc, nous, potentiellement, on peut soit ouvrir plus grand nos yeux, soit ouvrir plus grand nos oreilles, et donc faire appel à vous. Si c'est vrai que cette part est très faible et qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'avaient rien autour, voilà, je ne dis pas qu'on va moins ouvrir les yeux et moins ouvrir les oreilles, mais du coup, en tout cas, ça peut peut-être nous avoir de la vigilance, que comme quoi, une personne qu'on a en face de soi, même si elle est bien, si ça se trouve, elle n'est pas autant qu'elle peut nous le montrer. Donc, d'être vigilant là-dessus. Et du coup, ça me fait penser, excusez-moi, je vous coupe peut-être, mais est-ce que du coup, il y a des espèces de boîtes à outils pour les professionnels? Parce que Madame Aoudia, pareil, c'était pas mal en lien avec sa question. Là, elle partait du principe que la personne était à peu près d'accord qu'on puisse appeler. Mais moi, on m'avait raconté malheureusement cette histoire où la personne dit, je vais, ou je pense que je vais passer à l'acte, mais ne le dis pas, parce que si tu le dis, je vais le faire. Enfin, voilà, il peut y avoir des espèces de trucs un peu comme ça. Est-ce que vous avez des boîtes à outils pour les professionnels ou des choses qui pourraient justement les aiguiller là-dessus? Parce que là, on va toucher la sphère un petit peu aussi éthique et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Alors, on n'a pas forcément de boîte à outils parce que il y a les formations qui existent. Les formations, elles durent une journée. Si elles durent une journée, c'est parce qu'il y a plein de choses à aborder. Donc là, comme ça, en 5 minutes, vous dire il faut faire ci, faire ça. Par contre, il y a effectivement des idées reçues qui sont en cours de déconstruction, dirons-nous. Une d'elles particulièrement, c'est de dire mais si je parle de suicide, je vais lui donner l'idée de se suicider et la personne va passer à l'acte. Donc, c'est de dire que ça, il faut le déconstruire, c'est-à-dire que bien au contraire, parler du suicide et poser des mots ou poser la question de savoir mais est-ce que vous avez des idées suicidaires? Est-ce que vous avez pensé à vous suicider? Ça permet à la personne qui est en souffrance, parce qu'on parle vraiment de souffrance, elle va avoir un interlocuteur, elle va avoir vraiment le sentiment d'avoir un interlocuteur en face qui est en capacité d'entendre ce qu'elle est en train de traverser, ou du moins il y a une porte qui s'ouvre pour elle et que peut-être elle va vous dire oui. Parce que finalement, quelqu'un qui n'a pas du tout d'idée suicidaire va vous dire mais non, mais pas du tout. Hein, je veux dire, voilà, est-ce que tu veux te suicider? Si on n'y pense pas, on va dire mais non, mais pas du tout, je ne pense pas du tout à ça. Par contre, si on a des idées suicidaires, qu'on a déjà pensé à ça, ça va libérer en fait la parole. Et libérer la parole, c'est la première chose, effectivement, le premier pas vers une désescalade d'une crise suicidaire qui est en cours. Donc, c'est vrai qu'au niveau des professionnels, il ne faut pas avoir peur de parler. Et là, en plus, avec la mise en place du 3114, il y a cet accès à un moyen professionnel à toute heure, puisque c'est H24, pour avoir de l'appui, de l'aide, parce qu'une fois qu'on a réceptionné en face une réponse positive, c'est-à-dire que vous posez la question, la personne en face de vous dit oui, effectivement, j'y pense, oui, j'ai mis mes papiers en ordre, je sais que tel jour, je serai toute seule, vous ne serez pas là, et puis moi, j'ai cumulé des médicaments, je les ai cachés, je vais m'en occuper. Enfin, une personne qui vous parle comme ça, je veux dire, il faut s'en inquiéter, hein, ça c'est clair, et le 3114 va pouvoir vous aider et du moins de continuer cette évaluation, parce que là, je ne peux pas vous expliquer comment on fait une évaluation, je vous l'ai dit dans les grandes lignes, mais c'est un métier aussi, donc c'est difficile. Mais de déconstruire déjà cette idée, de se dire, je ne parle pas de suicide, parce que si j'en parle, ça va arriver, ça c'est la première idée qu'il faut déconstruire. Une autre idée qu'il y a et qui circule, c'est de dire que le suicide est un choix. Alors, le suicide, en fait, c'est un non-choix. Nous, on parle dans notre jargon. Hein, c'est qu'une personne qui passe à l'acte suicidaire, c'est une personne qui est en souffrance. Et pour arrêter de souffrir, parce que la souffrance est telle, pour arrêter de souffrir, à un moment, elle se dit, en fait, je vais arrêter de vivre, comme ça, je vais arrêter de souffrir. Donc, le suicide, c'est surtout de mettre fin à une souffrance.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça permet aussi, une personne qui vient et qui vous parle d'idées suicidaires, il faut entendre derrière qu'il y a une souffrance qui est énorme et qu'il va falloir aller travailler dessus, il va falloir l'aider, lui dire qu'il existe des moyens, des ressources, qu'elle peut en avoir, elle a ses propres ressources, puis après, elle a les ressources autour d'elle. Donc, il va falloir l'aider. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui, voilà, c'est des idées reçues comme ça qui sont à entendre. Mais après, pour faire une formation et pour vraiment être un petit peu plus armé ou être en capacité aguerri ou être en capacité de comprendre ou d'aider ou d'aller vers l'autre, ben voilà, les formations sentinelles dont Fabrice vous parlait tout à l'heure, je pense que c'est primordial. Et puis quand on est auprès de populations comme ça qui sont fragiles et à risque, je pense que c'est important d'avoir des formations qui vous aident, quoi. Bien, ce qui est c'est de dire que si les personnes en parlent, elles ne passeront pas à l'acte. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes qui vont passer à l'acte en parlent, et des fois de manière assez détachée. Et donc, pour revenir à votre question, ça pourrait s'apparenter un peu de la non-assistance à personne en danger, de se dire, ouais, ben, elle m'a dit qu'elle allait se suicider, qu'elle rentrait chez elle, qu'elle prenait des médicaments, et de ne pas appeler quelqu'un. Il faut le faire, même si la personne dit, nous, on envoie des secours à des personnes qui disent, si je vois une ambulance en bas de chez moi, je saute. Il faut quand même, on leur envoie quand même les secours, de toute façon. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant la réponse que vous apportez, c'est qu'effectivement, au-delà des réponses, parce que ça, j'imagine qu'il faudrait des jours et des jours, mais en tout cas que pour les structures que nous sommes, il y a des formations donc, qui existent, il y a du soutien qui se fait au travers de vos équipes. Voilà, l'idée, c'est que autant, vous l'avez dit, que libérer la parole, ça permet donc d'engager une désescalade de la crise, d'engager la parole aussi professionnelle quant à des retours un petit peu comme ça des personnes, ça permet aussi de soutenir les professionnels. Donc c'est là où c'est vachement intéressant et donc du coup j'invite tout le monde à pouvoir se retourner auprès de vos services après coup pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est ces formations, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place. En tout cas, elles existent et ça c'est tout à fait intéressant. Et ça rejoint voilà, le commentaire que Madame Aoulia a mis après par rapport aux projets des gens qui disent des fois faut pas écouter, c'est toujours comme ça. Voilà, faut quand même aller au-delà de ça et donc j'invite tout le monde à pouvoir vous recontacter derrière et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour ces équipes, parce que je vois pas mal de responsables de CCS ou responsables de SAD ou autres, mais on peut penser donc que derrière une paire d'oreilles, il peut y avoir 10, 15 ou plus salariés, donc il faut pas voilà, oublier tout ça. Parfait, bon, on vous laisse continuer. D'ailleurs, juste je termine par rapport aux formations. Enfin, c'est vrai que là, j'ai regardé un petit peu les profils des personnes qui sont avec nous en visio. Enfin, mais je pense peut-être que vous le ferez, que vous donnerez les coordonnées de Fabrice, mais si effectivement vous avez autour de vous des salariés ou de nombreux salariés qui agissent auprès des personnes âgées, enfin, il ne faut pas hésiter de nous contacter pour qu'on intervienne sur vos sites. C'est-à-dire qu'on est dimensionné aussi pour se déplacer sur toute la région. Donc, on peut aller dans le 06, le 05, donc sur toute la région PACA, pour faire des interventions auprès des professionnels, pour expliquer. Donc, Fabrice vient de vous mettre son adresse mail. Voilà, pour qu'on puisse se déplacer et venir jusqu'à vous et rencontrer vos équipes et faire à la fois une présentation du 3114, à la fois parler des idées reçues. On ne fera pas de la formation parce qu'on n'est pas habilité à ce jour à faire de la réelle formation. Peut-être qu'un jour, enfin, on espère qu'un jour ça changera et qu'on pourra aussi prendre en charge ce volet-là. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, au moins faire une sensibilisation et échanger avec les professionnels de terrain, quoi. Voilà. Hormis cette petite parenthèse, on va vous présenter le dispositif vigilance, qui est donc la prévention à la réitération suicidaire. Donc le 3114, vous avez bien compris, on est en amont. Vigilance, la personne a déjà fait une tentative de suicide et passe par donc un service d'urgence ou se réveille 3 jours après et est vu par le médecin traitant ou est surveillé au sein d'un établissement et ensuite… voilà. Donc l'objectif de vigilance, c'est de venir après un passage à l'acte suicidaire. Et donc, tu peux peut-être passer diapo. Alors ça, je reviendrai avec… Non, tu peux. Vas-y, je te laisse faire la mortalité. Excusez-moi. Je ne savais pas quel diapo arrivait après. Alors, juste pour bien ne pas confondre les dispositifs, là, on est sur un dispositif ciblé. Ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont fait un passage à l'acte. Alors, bien sûr, une personne qui a tenté de se défenestrer, qu'on a retenu au dernier moment, c'est un passage à l'acte.
Voilà, mais c'est un dispositif qui intervient donc juste après le passage à l'acte. Généralement, les orientations, c'est 30 jours maximum après le passage à l'acte, parce que c'est là que le risque est le maximum. Donc, on travaille le plus avec les services d'urgence, évidemment, parce que c'est là où sont médicalisées la plupart des tentatives de suicide, mais pas que. C'est pour ça qu'on vous en parle quand même. Et pourquoi ce dispositif existe? C'est parce que les personnes qui ont déjà fait un passage à l'acte, il a été démontré qu'elles ont un risque, ce qu'on appelle le risque relatif, qui est très élevé de réitérer le geste. Voilà. Pour vous donner une idée, quand on fume, il me semble que le risque relatif d'avoir un cancer, c'est de 25-30, voilà, par rapport à des gens qui ne fument pas. Mais là, on est sur un. Et pourtant, quand on fume, on s'expose fortement à attraper un cancer avec le temps. Et bien, une personne qui vient de faire un passage à l'acte, elle a un risque relatif à sa sortie d'hospitalisation, par exemple, de 77. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est des populations. Voilà, la moitié des personnes qui décèdent par suicide ont déjà fait un passage à l'acte avant. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut identifier des personnes parce qu'on peut les identifier facilement. Elles sont vues dans un service où elles en parlent à quelqu'un, un professionnel de santé, un travailleur social. Et là, on peut proposer des dispositifs d'intervention. Alors, le dispositif, en fait, est parti d'une étude qui a été faite par le docteur Jérôme Motto dans les années 60, psychiatre donc à San Francisco, qui avait retrouvé chez une de ses patientes un mot qui est écrit je vais sur le pont, si quelqu'un me sourit en chemin, je ne sauterai pas. Partant de là, il l'a mis en place parce qu'il s'est dit si simplement ce geste-là aurait suffi pour retenir cette personne, il s'est dit je vais prendre contact avec mes patients et m'inquiéter et mettre en place un dispositif de veille pour rester en lien avec eux. Alors, ce n'est pas du suivi, c'est du recontact. C'est juste s'inquiéter pour l'autre. C'est un peu la philosophie de l'inquiétude et casser ce sentiment de solitude. Et donc, il a écrit à ses patients, il leur écrivait régulièrement une lettre avec une enveloppe timbrée en retour s'il souhaitait lui répondre pour prendre de leurs nouvelles une fois après qu'ils soient partis de la consultation suite à leur passage à l'acte. Et il a fait ça pendant, je ne sais plus combien d'années, je ne sais plus si c'est 5 ou 15 ans, enfin pendant très longtemps, je crois que c'est 15 ans. Et il a diminué de 50% la réitération suicidaire chez ses patients. Donc ce risque a été diminué de 50%. Et suite à cette étude, de nouvelles études ont été faites après partout dans le monde, en Scandinavie. En France, on en a refait une, c'était l'étude Algos, c'était en 2010, auquel les services d'urgence psychiatrique ont participé. Et on a de nouveau trouvé des résultats positifs à ce recontact, ce qui a permis au gouvernement, enfin, qui a fait que le gouvernement a mis des moyens dans le déploiement de ces dispositifs de veille pour les patients qui avaient fait une tentative de suicide et diminuer cette réitération suicidaire. Du coup, sur le territoire actuellement, donc il y a 32 centres vigilance qui ont été déployés. Donc nous, on a le centre pour la région PACA, mais il y a des fois par région 2-3 centres qui ont été mis en place. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc en fait, on a gardé le même système un peu que Jérôme Motto, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme, le patient qui a fait une tentative de suicide depuis moins d'1 mois, parce qu'on estime qu'au-delà, je veux dire, le dispositif sera beaucoup moins efficace. Donc, si la personne a fait une tentative de suicide il y a 1 mois, les infirmiers, donc il y a un document qui va être transmis à l'équipe de vigilance. Alors, les services d'urgence vont avoir une fiche d'entrée avec une carte ressource pour le patient qu'ils vont remettre au patient. Et eux, la fiche d'entrée, elle va être complétée et elle va nous être adressée. De là, quand on a l'information de cette entrée-là, les infirmiers vont faire un premier appel entre J10 et J21. S'ils n'ont personne, ils vont faire un rappel 3 jours consécutifs à 3 heures différentes, puisque les gens peuvent avoir repris une activité travail, etc. Et si les personnes ne répondent pas, à partir de ce moment-là, c'est là où on reprend un petit peu le format de Jérôme Motto. Il y a des cartes postales qui sont envoyées. Il y a une carte postale qui va être envoyée par mois, et ce pendant 4 mois. Carte postale sur laquelle les infirmiers vont écrire à la main, de façon manuscrite, un petit mot en disant voilà, on sait que vous êtes sorti de l'hôpital il y a peu, on venait prendre de vos nouvelles, et donc, cette carte postale est mise sous enveloppe blanche. Il n'y a même pas écrit hôpital dessus. L'enveloppe est complètement neutre.
Et donc, les gens reçoivent ces cartes. Il faut savoir que quelquefois, les gens ne répondent pas au téléphone et au bout de 2 cartes, 3 cartes, au bout d'un moment, ils rappellent en disant bon, on va envoyer des cartes postales parce qu'ils sont assez étonnés de recevoir ce type de documents parce on va dire qu'on en reçoit de moins en moins quand même des cartes postales. Donc voilà, donc il y a un appel qui est fait entre J10 et J21, et puis ensuite il y a un rappel qui est fait à 3 mois et un rappel qui est fait à 6 mois. À 6 mois, c'est la fin de la veille active, c'est-à-dire que les infirmiers on garde le dossier du patient, hein, il est toujours accessible, mais par contre, le recontact ne se fera plus. Il faut savoir que les patients vont avoir le numéro de téléphone de vigilance qu'on ne va pas vous diffuser parce que c'est un numéro de téléphone qui est distribué qu'aux patients et donc les patients vont pouvoir recontacter l'équipe si nécessaire du lundi au vendredi à ce numéro-là. Et dans l'entre-deux, bien entendu, le 3114 est toujours là. D'où l'importance d'avoir rassemblé tous ces dispositifs dans le CRPS, c'est que Vigilance va dire à ses patients, en dehors des horaires d'ouverture de vigilance, vous allez pouvoir contacter le 3114. Le 3114, quand ils ont des patients de la file active de vigilance, vont pouvoir dire aux équipes de vigilance, on a reçu l'appel de Madame Machin, et donc du coup, peut-être la rappeler. Voilà, donc ça permet de nous coordonner au niveau de la prise en charge de ces patients fragiles. Donc là, une des techniques pour faire rentrer la personne dans vigilance, c'est ce que je vous expliquais, de donner une fiche, une carte, mais ça, c'est au sein des urgences. Quand on n'est pas dans le cadre des urgences classiques et que, je ne sais pas moi, si vous avez une personne âgée qui vous dit, hier, j'ai tenté de mettre fin à mes jours en prenant des comprimés, mais que finalement, elle s'est réveillée sans qu'il n'y ait rien eu de grave. Alors, c'est vrai que chez les personnes âgées, c'est particulier, je dis parce que elles souffrent souvent d'autres problématiques, etc. Et que bien souvent, leur geste est très violent. Et donc, bon, c'est compliqué de les avoir finalement dans les files actives de vigilance. Mais si vous avez connaissance d'une personne qui a fait une tentative de suicide, la deuxième approche, c'est aussi de contacter directement le secrétariat du CRPS, dont on vous transmettra les coordonnées, pour justement demander à faire l'entrée. La seule chose, il faut que la personne soit OK, soit d'accord pour entrer dans le dispositif. Alors, ce n'est pas à lui demander est-ce qu'on vous autorise à, est-ce que vous nous autorisez à, est-ce que vous êtes OK pour entrer dans Vigilance, mais plus, on connaît une équipe de soins qui peut vous recontacter régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela pour prendre de vos nouvelles? Voilà, je pense qu'aborder ainsi, ça passera peut-être mieux. Mais on vous mettra les coordonnées de notre secrétariat. Et la dernière étude de Santé publique France qui a eu lieu donc entre 2015 et 2017, donc première étude qui a été faite suite à la mise en place des vigilances qui a commencé en 2015 sur tout le territoire. Les résultats de Santé publique France sont positifs puisqu'on a diminué de 38% la réitération suicidaire en France. D'où l'importance de faire déployer ce dispositif et cet outil-là pour que les gens qui font une tentative de suicide puissent en bénéficier et qu'on puisse faire en sorte qu'ils ne réitèrent pas le geste. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation à tous les trois. C'était clair, c'était précis. Ça laisse découvrir quand même pas mal de choses derrière et j'espère que l'accent a été mis quand même sur ce rôle, nous en tant que professionnels de vigilance et le fait d'essayer de libérer cette parole, de vous contacter si besoin. Est-ce que vous avez des réactions, peut-être des questions encore dans le chat? Alors voilà, je vois la boîte mail, oui, de vigilancepaca@aphm.fr. Et le coordonnées du secrétariat? Avec le 04, tu le connais par cœur? 04 13 42 92 10. Et sinon 04 91 38. Je mettrai donc tout ça dans le compte rendu. Merci pour votre intervention qui donne toujours de bonnes pistes de travail. Donc merci à vous.